geek. Alors, déjà bonjour, et ensuite, bon, première chose, oui certes le nom de ma chaîne YouTube c'est Geek and Fit, mais mon prénom c'est Gaïs, hein, voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de me croiser, n'hésitez pas à m'appeler Gaïs, d'accord. Et une chose, enfin je vais un petit peu me présenter par ailleurs, moi ce que je fais c'est de la vulgarisation des sciences du sport et de la nutrition sur YouTube, bon, sur d'autres réseaux sociaux aussi, et ce que je suis avant tout c'est coach sportif, d'accord. Et je sais que quand je dis coach sportif, suivant s'il te plaît, généralement ça donne ça. Coach, c'est assez mal vu dans le milieu du scepticisme et de la lutte contre les dérives sectaires. Et je peux pas en vouloir en fait à la majorité des gens. C'est à peu près, enfin c'est normal. Au cas où, si jamais vous n'avez pas compris, ça c'est un chien qui a un PTSD. Voilà, c'est un mème sur internet, voilà, je sais que tout le monde n'est pas forcément rodé à ça, donc voilà. Ouais, je peux pas en vouloir à qui que ce soit d'avoir des a priori vis-à-vis du terme coach, parce que c'est pas un terme qui est déposé. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire coach. Pas coach sportif, nécessairement, d'accord? Encore que, on va voir dans quelques instants que peut-être un petit peu si quand même, mais coach, oui. Dès qu'il y a quelqu'un qui a écrit coach dans sa bio, sur son site internet, quoi que ce soit, ça ne veut rien dire. Hein. Et du coup, alors, juste voilà, je ne sais pas si vous connaissez Idriss Aberkane, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais même lui peut se prétendre coach sans avoir de diplôme là-dedans. Alors il a plein d'autres diplômes apparemment, mais celui-là il l'a pas. Donc du coup je vais te laisser mettre la slide suivante. En fait, on se dit peut-être pas coach sportif, mais si. En fait, en réalité, coach, ça se traduit en entraîneur. Entraîneur, entraîneuse, voilà, hein, c'est ça la vraie traduction. Le truc, c'est que on peut être éducateur sportif, ça c'est quelque chose de déposé. Moi, c'est ma carte professionnelle, elle ressemble à ça. Alors, évidemment, il y a ma photo dessus, etc. Hein, mais dans l'idée, c'est ce modèle de carte-là. On peut être éducateur sportif dans des domaines spécialisés. Moi, ce que j'ai, par exemple, c'est un BPGEPS mention activité de la force, il me semble. Ça a changé récemment, donc je ne peux pas vous dire l'intitulé exact, mais je suis coach, enfin, je suis éducateur sportif. Mais entraîneur sportif, il y a des fiches métiers, d'accord? On en retrouve là, voilà, des prérequis, etc. Mais on peut se dire entraîneur sportif, à ma connaissance, sans avoir de diplôme d'éducateur sportif. Et ça, c'est la nuance est vraiment importante, parce qu'en fait, il y a quelques termes comme ça, c'est pas forcément, comment dire, évident qu'en fait, il n'y a pas de choses déposées, d'obligations légales. Par exemple, coach, comme je viens de le dire, mais aussi ingénieur. Hein. On peut se dire ingénieur en France sans avoir de diplôme d'école d'ingénieur. Et c'est la même chose pour nutritionniste. Vous voyez des nutritionnistes sur les réseaux sociaux où il y a marqué dans la bio à chaque fois oui, nutritionniste et tout. On a envie d'y croire, on a envie de se dire bah waouh, c'est génial. Mais en fait, ce qui existe, c'est diététicien nutritionniste, c'est médecin nutritionniste, mais nutritionniste tout court, ça n'existe pas. Et c'est hyper important, parce que si vous voyez quelqu'un qui se revendique juste nutritionniste, allez checker ses diplômes. Même si on a d'ailleurs un master en nutrition, on peut se revendiquer nutritionniste, etc. Mais on n'est pas autorisé normalement, légalement, par exemple, à prendre des consultations. Ça, faites-y attention parce que sur la nutrition, il y a tellement de choses qui circulent qu'on peut vraiment se faire avoir vite et avec des gens qui proposent des choses, même des traitements contre des maladies, des choses comme ça. On l'a vu avec des gens un peu comme, je sais pas si vous connaissez Thierry Casasnovas, des personnes qui se sont faites arrêter récemment, mais c'est pas le cas pour la majorité. Il y en a plein qui ont repris sa place. S'il te plaît, diapo suivante. Voilà.
ce qui est exigé pour ces mentions, c'est le vide en termes de diplôme. Et ils n'ont aucun intérêt, ces gens-là, à passer un diplôme. Et j'ai envie de dire, perso, même si la personne est très très compétente, qu'elle n'a pas son diplôme, enfin, le fait qu'elle n'ait pas son diplôme, plutôt, ça ne m'incite pas à croire en elle. Parce que si elle n'est pas au point d'un point de vue légal, ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle fait qui passe un petit peu aussi dans l'illégalité à côté? Est-ce qu'on peut être sûr que véritablement elle a à cœur le fait de bien s'occuper de ses coachés? Là, cette citation-là, c'est pour deux choses. Déjà, parce que ça me fait marrer de m'avoir en grand écran là, et puis parce que ma copine va m'engueuler parce qu'elle trouve ça vraiment hyper gênant. Et aussi parce que c'est exactement le type d'image qui est utilisée par ces coachs-là pour se donner l'air important. Il y a les grandes images en grand avec des citations de eux-mêmes sur leur site internet. Enfin, ça nous semble ridicule, et pourtant, c'est typiquement le red flag, le truc auquel il faut faire attention. Et comme je disais... oula, c'est passé vite. Comme je disais, je dis pas que tous les coachs de vie et de développement personnel sont nuls. Je dis qu'on n'a aucune garantie que l'un d'entre eux soit bon. Parce que s'il n'y a pas d'acquis minimum validé, on ne peut pas savoir. Diapo suivante. La chose sur laquelle ils font la plupart du temps leur beurre, les coachs de vie, etc., c'est pas véritablement d'avoir des gens qui coachent, des gens dont ils améliorent la vie, mais d'autres coachs qui réussissent à, ils essayent d'être coachs, d'autres coachs, comme ça ils engrangent de l'argent sur le fait que des gens veuillent aider d'autres personnes. Et après ça fait des coachs, etc. Et je vous laisserai aller consulter le travail de Vincent Flibustier sur sa chaîne YouTube à ce sujet-là, c'est édifiant. Ça part, mais c'est rocambolesque, ça part dans tous les sens, et ça vit sur des systèmes pyramidaux. Bon, si vous connaissez un peu les sectes, du coup, vous savez que c'est pas génial. Diapo suivante, s'il te plaît. Et en plus, on a déjà un métier pour aider, un métier magique pour aider les gens à aller mieux, généralement qui peut remplacer avantageusement les coachs de vie. Ça s'appelle psychologue. Si vous avez un problème, bon, vous, peut-être vous êtes un peu plus sensibilisé, mais je sais que ça peut sembler dingue, mais aller chez le psy, ça veut pas dire qu'on est fou. Ça veut dire que véritablement, on peut se faire aider par des professionnels qui ont des diplômes. Du coup, qu'est-ce que c'est un bon coach? Parce que là, on va se dire, mais bon, est-ce que, du coup, nécessairement, pour être un bon coach, il faut avoir un diplôme? Et c'est là où je dirais que tout dépend du domaine. D'accord? Moi, je ne connais pas, par exemple, de coach, de diplôme pour être coach en vêtements, pour avoir un meilleur style. Voilà. Je ne connais pas de diplôme là-dedans. Donc, du coup, moi, ce que j'aurais tendance à dire, pour reconnaître un bon coach, c'est déjà qu'il ait un domaine spécialisé. Pas qu'il soit juste coach de vie, bon, c'est pas ce que c'est. Un coach de vêtements, par exemple, pour moi, ça me semble tout à fait valable, mais il a ou alors, un coach de productivité. C'est possible aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à être productifs, etc. C'est pas forcément le rôle d'un psychologue de te rendre productif. Bon, moi, je pense que ça peut valoir le coup. Alors après, ce sont des critères subjectifs, hein, voilà, je dis pas que ce sont des critères qui fonctionnent pour tout le monde, mais je pense que ça fait du sens. Comme je dis, le diplôme, c'est possible, mais pas obligatoire, dépendant des domaines. Et moi, je pense que vraiment, l'important, c'est d'avoir des revenus majoritairement en présentiel, donc de quelqu'un qui est là pour accompagner ses coachés, pas quelqu'un qui va faire la plupart de ses revenus en vendant des formations, des choses comme ça, ce qui peut être vraiment un red flag, il faut y faire attention. S'il met en avant énormément ses formations et qu'il n'y a pas d'offre en présentiel, qu'il n'y a pas de coaching direct, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe, parce que c'est compliqué de se dire coach et de pas coacher des gens. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, qu'il cite ses références. D'accord? Qui disent d'où il vient. Que si c'est un domaine scientifique, donc par exemple les sciences du sport, de la nutrition, etc., qui cite ses sources. Pour moi, c'est vraiment le cœur du truc. Quand on a quelqu'un qui sort de la pensée ou qui produit des choses ex nihilo, c'est là où il faut vraiment s'inquiéter. Diapo suivante, s'il te plaît.
Du coup, comme je veux pas m'improviser toutologue, voilà, ça me ferait vraiment mal. Je vais quand même rester dans mon domaine pour vous présenter, je pense, les critères qui sont intéressants pour un coach sportif et vulgarisateur, etc. Comme ça, au moins, vous êtes un peu plus au courant. Et puis, si jamais après vous voulez aller un peu plus loin, parce que je fais des contenus souvent là-dessus, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Geek and Fit, etc. J'en profite pour faire ma pub et hontément. Donc, pour moi, un coach sportif, c'est s'actualiser. D'accord? C'est vraiment le plus important, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur des connaissances qu'il a depuis 20, 30 ans. C'est quelqu'un, bah oui, qui est capable de se remettre en question, en fait. Alors, ça vient avec la deuxième chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit ouvert à la discussion. Quelqu'un qui a un discours dogmatique, ben, et qui n'a jamais changé d'avis, qui n'a jamais fait pas de mea culpa, mais au moins de correctif en public, red flag, gros problème, parce que les sciences du sport s'est amené à évoluer et on a plein de conclusions qui sont complètement à l'inverse de ce qui se faisait il y a 20-30 ans. Quelqu'un est resté sur son discours de 20-30 ans, on peut pas le mettre à la poubelle, mais se poser des questions. Et là, vous allez vous dire, bon, est-ce que c'est très grave pour l'entraînement sportif? Exemple tout bête, il y a 20-30 ans, on était à fond sur des gestes de prévention du type avoir toujours le dos droit quand on se soulève pour ramasser quelque chose, être à fond sur une forme très très précise d'exercice. Ce qu'on retrouve aujourd'hui plutôt, c'est que il faut promouvoir l'activité de façon générale, que n'importe quel mouvement peut être renforcé si on le fait avec assez de progressivité, et ça évite à beaucoup de personnes d'avoir des douleurs chroniques, parce que du coup, elles n'ont pas de peur, elles ont beaucoup moins peur de bouger. Comme on sait, les mécanismes de la douleur sont liés à l'anxiété et à la peur. Voilà, ça peut valoir le coup d'avoir un coach sportif actualisé à ce niveau-là. Autre chose importante, qui est du coup un petit peu dans le sens inverse, un bon coach, en théorie, ne saute pas non plus tout de suite dans le train de la hype. Alors qu'est-ce que j'entends par le train de la hype? C'est, d'un seul coup, il y a une nouvelle méthode révolutionnaire, on va tous se mettre à promouvoir cette méthode, comme il y a eu, par exemple, pour le jeûne intermittent, comme il y a eu... Enfin, il y en a régulièrement, je ne peux pas toutes vous les citer parce que peut-être c'est pas votre domaine, mais en tout cas, si quelqu'un met en avant à chaque fois des nouveaux trucs incroyables, je pense qu'il faut aussi se poser la question de savoir s'il est bien à jour et s'il est bien capable de comprendre la littérature scientifique, parce que c'est pas parce qu'une étude sort à un moment qu'elle est vraie. Hein, il y a plein, notamment il y a des choses qui s'appellent le biais de publication, quand une nouvelle recherche vient de sortir, il y a plus de chances que cette trouvaille soit un faux positif. Donc du coup, se fonder sur une seule étude, bon déjà, c'est du cherry picking, c'est pas génial, mais en plus la dernière qui vient de sortir, il faut faire gaffe. Aussi très important, même si c'est pas forcément quelque chose de scientifique, faire preuve d'empathie et de valeur humaine, et là je parle pas seulement quand on va dire il va parler à ses coachés, mais même aux gens de façon générale, ça me semble être important d'avoir quelqu'un qui soit capable de comprendre les gens. Parce que certes, on n'est pas des psychologues en tant que coach sportif, mais avoir un coach qui parle mal ou enfin qui est pas sympa, ça va pas aider. Souvent, ce sont des gens à qui on se confie quand même, parce que si on a un problème dans notre vie, ça impacte le sport et nécessairement. Bref, je pense que c'est important. Bon, citer ces sources, je l'ai déjà cité, mais ça, pour moi, c'est la clé. Et il faut être capable de les critiquer aussi. Comme ce que je viens de faire, par exemple, avec le biais de publication, etc. Il faut être capable de comprendre les problèmes de la littérature scientifique. Ou alors, si on n'est pas capable de les comprendre, il faut suivre des chercheurs qui sont capables de le faire. Je ne dis pas à chaque coach d'être capable d'interpréter la littérature, c'est compliqué. Mais au moins de connaître ses propres limites. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus gros red flag que vous verrez quand vous parcourrez les réseaux sociaux, pour vous faire attention à ça. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas que ce coach-là, ce nutritionniste, ce diététicien, joue sur la peur et le catastrophisme. C'est facile de faire cliquer, d'inquiéter les gens et de faire acheter quand on joue sur la peur. Oh, si vous ne faites pas ça, vous allez vous péter le dos, si vous ne faites pas ça, vous allez... C'est un des outils les plus simples pour vendre, mais c'est aussi celui qui doit être... Malheureusement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui jouait sur le catastrophisme à fond, à moins d'apporter un peu plus de nuances et de subtilité derrière, genre l'utiliser comme quelque chose un petit peu pour attirer le regard, mais quelqu'un qui est vraiment... qui se tient du début à la fin de son discours sur
la peur et le catastrophisme qui était dans le vrai scientifiquement. La plupart du temps, c'est flou, et à chaque fois que les avis sont pas nuancés à ce niveau-là, peut être quasi sûr que faut nexter la personne parce qu'elle est pas sérieuse et qu'elle veut vous vendre des choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense être dans les temps aussi. Au plaisir de vous croiser. Et puis j'espère que vous ferez un petit peu moins avoir et que vous aurez ça en tête. Merci Gaëls.